Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bistro Littéraire. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Marc Berry, auteur français, qui a publié aux éditions Encre Rouge. C'est avec une plume empreinte d'une grande sensibilité et d'un regard attentif sur les destins individuels que Marc Berry nous emmène découvrir son univers dans ses deux romans. Premier roman, publié en 2022, Pour retrouver l'honneur volé. Puis un second roman, Je le savais, publié en octobre 2024. Le lecteur y découvre des thèmes comme l'injustice, la reconstruction individuelle et la construction familiale, la filiation et les choix de vie. Entre intrigues policières, vie de couple et de famille, Marc Berry, vous tenez en haleine les lecteurs et jouez avec leurs émotions, avec pour personnage central un enfant dans l'un et l'autre des romans. Dans vos deux romans, ainsi qu'un ancrage géographique dans des lieux très précis comme la Haute-Loire, l'Ardèche, l'Isère. Marc Berry, merci de nous faire honneur de votre présence et je vous propose que nous fassions connaissance. Pour commencer, pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Comment vous présenteriez-vous à celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore? Bonjour et merci de m'avoir accueilli. Qui je suis un modeste technicien, loin d'être écrivain à la base. Je suis d'origine grenobloise, j'ai vécu une trentaine d'années sur Grenoble et ses environs, avant de déménager en Drôme provençal. Je suis issu d'une modeste famille avec une fratrie de deux sœurs et un frère. Et j'ai effectué mon activité professionnelle dans la sécurité électronique, ce qui m'a peut-être inspiré pour mon premier roman. En tout cas, j'y ai apporté une toute petite expérience personnelle en guise d'anecdote. Et je me suis mis à la lecture sur le tard, puisque c'est quelques années avant ma retraite où j'ai réellement commencé à écrire. Alors, Marc Berry, qu'est-ce qui vous a donné envie, à un moment donné de votre parcours de vie, de prendre la plume et d'écrire votre premier roman intitulé Pour retrouver l'honneur volé? Pouvez-vous nous en faire un bref résumé et nous dire ce qui vous a mené vers ce premier roman? Alors, l'histoire de ce livre commence il y a une quinzaine d'années. Mon épouse est ardéchoise et en allant chez les beaux-parents en Ardèche, on passait un col qui m'avait toujours inspiré, le paysage qui se situait là-bas m'avait inspiré. J'avais imaginé le beau-père qui était agriculteur au milieu de champs de blé qui ondulaient, et j'avais écrit quelques lignes comme ça, sans plus de prétention. Et puis je l'ai laissé tomber, je l'ai même carrément oublié. Et il y a à peu près 3 ans, mon épouse m'a emmené sur le plateau mathésin entre la Haute-Loire et l'Ardèche pour un séjour de randonnée. Et c'était au moment des fenaisons, et quand j'ai vu les champs avec les balles de foin pendant cette fenaison, ça m'a rappelé les quelques lignes que j'avais écrites. J'ai ressorti, j'ai transféré mon histoire plutôt sur le plateau du Mézin qu'au centre de l'Ardèche. Et puis après, pendant les randonnées, m'est venue l'envie de continuer ce roman. Et petit à petit, j'ai imaginé une intrigue. Et c'est surtout le fait d'avoir vu un film, c'était Un mensonge de trop,
où un enfant était au centre d'une affaire et cet enfant choisit parmi des inconnus une femme qu'il ne connaît pas et instinctivement décide que ce serait sa maman. Ce film m'a beaucoup marqué et, et du coup, ça m'a donné l'idée de vouloir l'intégrer dans mon histoire. Et toujours au fil des randonnées, j'ai construit comme ça mon histoire qui au bout de quelques temps a fait beaucoup de pages. Et ce sont mes proches qui m'ont incité à dire, ben, faisons un livre. Parce qu'à la base, c'était pas du tout mon idée. J'ai tenté l'aventure. J'ai lancé quelques pistes sur plusieurs éditeurs et il y en a un qui a bien voulu m'éditer et l'histoire a commencé comme ça. Oui, et alors effectivement pour les lecteurs qui vont découvrir votre livre, c'est à mon sens une pure merveille, hein. Alors déjà parce qu'il y a cette description des paysages, mais sur la couverture, on reconnaît les paysages de l'Ardèche, de voilà cette nature qui peut nous être familière quand nous sommes de la région et effectivement, une intrigue. Oui. Une intrigue que l'on va retrouver, je dirais, dans votre prochain roman, le suivant, hein, puisque peu de temps après, vous vous lancez dans l'écriture d'un second roman, et que vous avez intitulé Je le savais. Est-ce que finalement, un livre en appelle un autre? Euh, Est-ce que l'histoire du premier livre, pour retrouver l'honneur volé, euh, demeurer inachevé, ce qui vous a incité à écrire ce deuxième livre. Qu'est-ce qui vous a amené justement vers ce second livre? Est-ce que vous pouvez nous en faire un bref résumé, puis nous présenter le cheminement qui nous fait passer de l'un à l'autre? Oui, alors c'est pas vraiment un roman qui en entraîne un autre. Je pense que c'est plus le plaisir d'écrire que j'ai découvert avec le premier. Et, et à peine terminé le deuxième, on pense déjà qu'est-ce que je vais encore écrire parce on a envie d'écrire. Le deuxième livre, par rapport au premier, est plus contient plus d'expériences personnelles. Ce sont des randonnées que j'ai faites, ce sont des lieux que j'ai visités, ce sont des fantasmes que j'ai eus pendant certains séjours qui me revenaient au fur et à mesure que j'écrivais et que je mettais dans mon roman, que je faisais vivre à mes personnages. Donc le deuxième livre qui se passe plus sur les secteurs de randonnée de moyenne montagne aux alentours de Grenoble jusque dans le Mercantour. L'idée, c'était d'entraîner mes personnages et donc les lecteurs sur des sentiers, des chemins que j'ai parcourus, de leur faire voir ce que j'ai vu et de leur faire partager les fantasmes que j'avais eus. D'accord. Et alors, dans vos livres, vous avez parlé des personnages, on a parlé de l'enfant, hein, qui est Hmm. vraiment Au cœur. au cœur, hein. Je vais dire que c'est vraiment l'axe central de l'intrigue, parce qu'il va jouer un rôle important dans les deux histoires, un rôle je vais dire, de ciment, d'union entre des personnages et d'ouverture dans la réflexion. Et donc, dans vos livres, vos personnages traversent souvent des moments difficiles. Qu'est-ce qui vous attire vers ce type de destin? Alors d'abord parce que je pense qu'on a tous vécu des moments difficiles qui ont été plus ou moins importants et qui ont duré plus ou moins longtemps. Et surtout, c'est de faire, comment dire, le rapport entre la partie difficile, le moment difficile que l'on a vécu, et après de déboucher sur quelque chose une vie heureuse ou un renouveau ou une éclosion, quelque chose de très positif. Quand je présente mes livres aux lecteurs, j'ai souvent je leur dis je suis très fleur bleue. C'est vrai que je suis fleur bleue et j'aime
J'aime les belles histoires. Je suis quelqu'un de positif. J'aime croire en- au bonheur et tout ce qui va avec. Et, mais ça peut passer par des moments difficiles et peut-être que le fait d'avoir vécu un moment difficile permet de mieux apprécier le bonheur qui va venir. Et finalement, le rôle de l'enfant, c'est d'apporter cet apaisement quand on est face à des adultes en tension, en réflexion, hein, en Oui, tension avec l'extérieur, mais aussi en tension intérieure. Hein. On a cet enfant qui vient apaiser et là, hop, on se ressaisit et on se dit, mince, il y a un enfant, il faut que l'on oui. s'apaise parce qu'il ne doit pas voir la souffrance qui peut C'est habiter c'est l'adulte. ça. On doit faire attention parce qu'il y a un enfant. Il y a le côté protection, le côté Ouais. c'est quelque chose que j'ai vécu étant jeune, étant enfant, puisque je suis issu d'une famille recomposée et c'était dans les années 60 et à ce moment-là, c'était moins évident que qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, les couples malheureusement se séparent trop facilement et un peu rapidement. Mais dans les années 60, c'était plutôt mal vu. Oui. C'est une chose avec mon frère et ma sœur que l'on a mal vécu parce que on était entre guillemets montré du doigt. Je me souviens de scènes à l'école où devant toute la classe, il fallait expliquer pourquoi on portait pas le même nom que notre mère. Et ça, c'est quelque chose qui était difficile un petit peu à vivre. Et, euh, et après, avec mon père adoptif, que je considère comme mon vrai père, Mhm. même si je n'aime pas ce terme de vrai, mais mon père adoptif euh, a toujours su d'abord me prodiguer son amour et surtout faire attention à faire attention à nous, que ce soit moi ou mes frères et sœurs. Lui, avec ma mère, a eu donc une fille qui est ma sœur, mais il n'a jamais fait de différence. C'était quelque chose d'important et, et souvent, parce qu'il y avait toujours des disputes, le fait qu'on soit au milieu, ça limitait l'impact de ces accrochages. Et effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans vos livres et Certainement. c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de familles finalement. Oui, Hein, l'enfant a ce côté qui est là pour apaiser, c'est ça, hein, pour apaiser c'est un vraiment. ciment et c'est Ouais, un régulateur oui, de beaucoup de choses. Et on tout ne s'en à rend pas fait. toujours compte. Et donc, ben voilà, dans votre propos, on voit que les histoires que vous racontez peuvent être issues de faits réels, mais est-ce que au-delà des expériences personnelles, ce qu'on y découvre, c'est aussi le fruit d'une imagination, je vais dire débordante, quand on imagine les situations que les personnages vivent dans l'un et l'autre des livres que vous avez publiés. On est dans des histoires, des intrigues policières. euh, Est-ce que ça vient c'est le fruit de l'imagination ou il y a vraiment du... Parce que ça pourrait être vrai. Oui, oui, oui. Alors c'est même un peu vrai. Tout à l'heure, je parlais d'une anecdote qui m'était arrivée dans mon premier livre. Le Pascal, donc qui a fait 10 ans de prison pour rien, a été pris malheureusement dans un hold-up. Il travaillait dans une banque. Il était technicien en sécurité électronique. Il intervenait dans cette banque et pendant qu'il bossait, bah, il y a eu un hold-up. Et c'est une expérience qui m'est arrivée dans une petite agence bancaire de la région autour de Valence. Un matin où j'étais en intervention, il y a eu un hold-up. Donc c'est une action que j'ai vécue. On entend souvent parler, alors surtout peut-être dans le milieu professionnel, de ce que c'est que de vivre un hold-up. Ça dure pas longtemps, c'est vrai, ça dure 3 à 5 minutes. Après, c'est marquant. Mm. Nous, on a eu la chance que ça se passe bien, des fois ça se passe pas toujours bien. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu. Après, dans le premier roman, je parle surtout de ce que j'ai découvert sur le plateau avec les éleveurs et cette fenaison qui a une importance primordiale par rapport à leur activité d'éleveur avec une appellation contrôlée
pour la viande qu'ils produisent. Tout le bétail ne doit manger que l'herbage qui est issu du plateau. Donc, pour l'hiver, ils sont obligés de stocker un maximum de foin parce qu'ils n'auront pas la possibilité d'aller acheter du foin de Bretagne ou d'ailleurs. Donc, j'ai découvert un peu ces éleveurs, les petits cheptels de vaches qu'ils avaient et c'est ce que j'ai rapporté un peu dans le livre. Donc, c'était plus le côté de ce que j'ai découvert sur ce plateau-là. Et justement, ce plateau où le fameux Pascal, votre personnage principal, vient se Oui, réfugier, hein, ce plateau c'est où l'on ça, trouve le fin gras du le Mézin, fin gras du Mézin, et on oui. se rend compte que finalement, nos terres agricoles, notre vie paysanne, la vie paysanne de nos régions, c'est aussi un lieu de protection. Donc on a l'enfant, Mhm. mais on a aussi l'agriculture. On a nos paysans, on a nos petits éleveurs Tout à fait. que vous mettez vraiment à l'honneur. Et puis cette description, hein, comme je redis, des paysages qui Mhm. est absolument somptueuse et qui donne envie d'aller Oui, découvrir. oui, parce que c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert ce plateau. Alors c'est vrai il est exceptionnel. Pour ceux qui le connaissent, on a toujours une visibilité sur les monts d'Ardèche, et c'est vraiment fantastique. Et c'est vrai que cette approche de ce métier d'éleveur, moi, ça m'a marqué. Et dans le roman, le dénommé Pascal et Claire aussi, ça va aussi beaucoup les impacter. Et alors là, nous étions dans le roman pour retrouver l'honneur volé, avec le second roman, intitulé Je le savais. Vous touchez à la question de l'intuition, du destin. Quelle conviction portez-vous sur ces questions-là? Hein, on voit qu'il y a beaucoup d'intuition chez les personnages, beaucoup de ressenti. Et justement, est-ce que vous incitez finalement le lecteur à garder la foi en ses propres ressentis? Oui, absolument. Je pense que bon, on entend souvent dire qu'on a toujours le choix. C'est une chose qui est évidente, mais surtout suivre son instinct. Pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. Parce que ça vient de soi et si on ne le fait pas, d'ailleurs, on pourra nourrir que des remords. Donc, il faut suivre son instinct et voir, comme on dit, où il nous mène et, et adapter les situations ou les événements ou la vie en fonction de ce qui se passe et continuer. Pour permettre au lecteur de découvrir votre univers et apprécier votre plume, pouvez-vous nous lire un extrait d'un de vos livres ou des deux? C'est vous qui choisissez ce que vous souhaitez faire découvrir aux personnes qui nous écoutent et puis qui, je l'espère, auront envie de vous lire et prendront autant de plaisir que ce que j'ai pu en prendre en lisant vos deux ouvrages. Alors, je vais vous lire un extrait du premier roman pour retrouver l'honneur volé. C'est un extrait qui se situe à la page 36. Et par rapport à l'histoire, c'est après le moment où Claire découvre que le petit Lucas appelle Pascal papa. Donc ça l'avait choquée et surprise. Et elle veut en parler donc à l'intéressé. Claire ne répond pas, elle est plongée dans ses réflexions et analyse ce que vient de lui dire Pascal. Ce n'est pas complètement idiot, d'autant que si Lucas venait à l'appeler maman, elle ne sait pas comment elle réagirait elle-même. Mais comme j'adorerais ça, se dit-elle. Voyant le dilemme dans lequel elle se trouve, Pascal lui suggère d'y réfléchir à tête reposée. La nuit porte conseil, paraît-il. Je vous propose de venir nous retrouver, Lucas et moi, demain au chalet. On y passera l'après-midi. C'est très gentil, merci. Je ne sais pas si j'y verrai plus clair, mais j'accepte avec joie votre invitation. Je serai bienvenu avec Lucas,
mais je ne serai libre que vers 16 heures, et je ne voudrais pas vous gâcher l'après-midi. Je vous rejoindrai donc sur place. Je vais vous laisser travailler maintenant. Je vous ai assez retardé. Il reste un peu de café. Vous voulez le finir avant que je parte? Non merci, mais la prochaine fois, quelques petits cookies avec le café seraient le bienvenu, ajoute-t-il en rigolant. Chiche, lui répond-elle, du tac au tac, avec un large sourire. La boutade de Pascal lui fait chaud au cœur, car elle le prend pour une invitation à le revoir, comme ça, au clair de lune. Finalement, c'est un gentil garçon, se dit-elle. Elle réalise qu'elle a beaucoup apprécié cette soirée et compte bien tenir sa promesse pour une prochaine. À demain donc, je viendrai vers 4 heures. Et bon courage pour la suite. Merci et bonne soirée Claire. À demain. Pascal reprend son fauchage. Il se dit que décidément Claire est une fille vraiment surprenante et très intéressante. Et mignonne en plus, ce qui ne gâche rien. Elle a l'air de lui accorder sa confiance, et cela pourrait bien être un atout dans ses recherches. Mais il n'est pas encore prêt à lui confier son terrible secret. Merci pour cet extrait. Alors là, vous venez de nous proposer un premier extrait et vous souhaitez maintenant nous faire découvrir Je le savais. Donc nous sommes à la page 40. C'est ça. Et donc cet extrait se situe après la visite de la grotte de Choranche. La rencontre des trois protagonistes s'est faite lors de la visite de cette fameuse grotte qui se situe dans le Vercors. Et là, c'est après la visite de la grotte dans la voiture de Laura et de sa fille. À quelques kilomètres de là, Laura et sa fille roulent en direction de Grenoble. Les pensées de la jeune femme sont focalisées sur Damien et cela la trouble. Afin d'essayer de chasser le jeune homme de son esprit, elle interroge sa fille sur ce qu'elle pense de la visite qu'elles viennent de faire à la grotte. C'était génial, s'exclame la fillette. J'ai adoré. Et puis Damien m'a appris des tas de trucs. Moi qui ne souhaitais ne plus penser à lui, c'est foutu, se moque Laura. Elle fait une embardée et évite de justesse de sortir de la route en entendant sa fille ajouter innocemment. Il est trop gentil, Damien. Pourquoi il ne serait pas mon papa? Abasourdie, Laura observe sa fille dans le rétroviseur. Déconcertée, elle ne sait pas quoi répliquer, d'autant qu'une petite voix extrêmement tentante lui susurre. Eh oui, pourquoi pas? Cependant, celle de la raison lui fait reprendre ses esprits. Mais ma chérie, parce qu'on ne décide pas d'un papa comme ça. On ne le connaît pas, Damien. Il a sa vie, nous avons la nôtre, d'autant qu'il a certainement lui aussi une famille. Eh ben comme ça, j'aurai des frères et sœurs. La logique imparable de Chloé désarçonne Laura qui ne peut s'empêcher de s'esclaffer. C'est vrai. Malgré tout, comme je te l'ai déjà dit, ça ne se passe pas comme ça. On ne choisit pas un papa comme on le ferait avec un jouet ou un vêtement. Ah bon? Et comment on fait alors? Laura connaît l'entêtement de sa fille. Elle sait que si elle ne parvient pas à satisfaire sa curiosité, elle aura droit aux questions jusqu'à la fin du trajet. D'abord, on ne cherche pas un papa, ce sont les circonstances particulières qui font qu'un monsieur devienne le papa d'un enfant. Par exemple, il peut arriver qu'une dame qui n'est pas mariée et qui a un enfant qu'elle élève seule fasse la connaissance d'un homme. S'ils tombent amoureux l'un de l'autre et décident, si, s'ils tombent amoureux l'un de l'autre et décident de se marier, le monsieur devient alors le papa de l'enfant. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de t'expliquer? Oui, très bien, répond la fillette très posément. Trop posément au goût de sa maman. Pour que Damien devienne mon papa, il faut que tu te maries avec lui. Alors, en ayant lu ces livres, je reconnais les passages. Hein, et puis, que ce soit pour Pascal ou pour Damien, lorsque l'on rentre dans le détail de l'histoire, on rencontre deux personnages qui sont prêts à s'investir et l'un pour retrouver son honneur et l'autre pour protéger une éventuelle perte d'honneur, je vais dire. Voilà. Hein. Je ne sais pas si j'ai bien résumé, Oui, mais voilà, ça nous oriente vraiment sur l'importance du lien qu'il peut y avoir et qui peut naître entre des adultes et des enfants, bien sûr. Alors, enfin, mon cher Marc Berry,
Si vous deviez résumer en une phrase ce que vous espérez laisser à vos lecteurs après la lecture de vos romans, qu'aimeriez-vous qu'ils retiennent? Je dirais que le plus important dans la vie et surtout pour une famille, c'est l'amour et l'attention que l'on peut porter et avoir pour un enfant, que ce soit son propre enfant ou un enfant que l'on va adopter et aimer. Merci à vous et pour conclure, tout d'abord permettez-moi de vous remercier pour cet échange. Vos livres montrent combien la littérature peut questionner sur nos vies et combien vos romans nous poussent dans ces réflexions sur la place de la famille, du couple, mais aussi nos réactions face à l'injustice, les choix de vie et nos relations, tout en offrant une vraie émotion au lecteur. Pour ma part, j'ai été très touchée et je ne cache pas qu'en lisant Pour retrouver l'honneur volé, j'ai eu la larme à l'œil. C'est un livre qui m'a profondément touchée, cette intrigue et toute cette injustice, voilà, qui peut résonner parfois en nous. Voilà, j'ai été vraiment touchée et j'invite toute personne à découvrir vos deux livres. Et si vous me le permettez, mon cher Marc Berry, ben, je vais vous laisser le mot de la fin. Merci Malika, déjà de m'avoir invité. Euh, pour terminer, je dirais que mon souhait, c'est d'avoir beaucoup de lecteurs qui aient autant de plaisir à lire ces romans que j'en ai eu à les écrire. Parce que comme vous le disiez justement, dans le premier roman, vous avez eu la larme à l'œil. Je l'ai eu aussi à certains moments. Alors, pas tellement au moment de l'écriture, parce qu'on est plongé dans le livre, mais après, quand on se relit, quand on est au stade de la correction et autres, et, et c'est vrai que je suis content, heureux quand j'ai des lecteurs et des lectrices qui me communiquent leurs impressions et qui correspondent à ce que j'ai voulu écrire et faire ressentir parce que j'ai écrit des romans dans l'espoir de rendre la vie plus belle. C'est un peu, comment dire, osé, un peu. Mais je voulais que les lecteurs soient bien dans leur tête quand ils ont fini le livre. Il y a des moments un peu difficiles, il y a des injustices, comme vous l'avez dit, mais ça finit pas, la vie n'est pas toujours noire et moi j'ose espérer que ça finit toujours plutôt bleu. Les, voilà, les deux livres, on va dire, finissent en lumière, Oui, hein, oui, avec du bon. Bien écoutez, un grand merci à vous. c'est Et moi qui vous puis, remercie. j'espère que nos lecteurs, nos éditeurs auront le plaisir de vous découvrir. En tout cas, j'en serai ravie. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne Bistro Littéraire pour faire connaître nos écrivains locaux, régionaux et nos écrivains français et leur permettre de diffuser leurs œuvres auprès du plus grand nombre et au plaisir de vous retrouver très bientôt.